Bienvenue dans le studio Vivace, c'est Marc-Claude en compagnie de Vincent. C'est moi. Le cofondateur de Vivace, mon mari, mon meilleur ami. La star. Et le papa de notre enfant Marc-Claude. On continue notre engagement de faire des épisodes en français pour chaque épisode en anglais pour rendre des idées plus accessibles. Donc, c'est l'épisode pour Dorchira, qui est en fait un de nos amis. Ça a été notre première amitié dans le monde du mouvement, le domaine dans lequel on s'inscrit. Et en fait, même, je dirais maintenant, c'est mon meilleur ami web, parce qu'on s'est rencontrés sur le web. Et il habite en Australie, fait que notre relation reste principalement basée sur l'Internet. Mais on s'est rencontrés en personne, vous allez le découvrir si vous ne connaissez pas encore le personnage. Dans l'épisode, on va en profiter vu qu'on connaît bien Dor et qui est déjà passé à notre podcast et qu'on a collaboré ensemble pendant des mois, un projet. On va en profiter pour faire une mise en contexte de comment on s'est rencontrés puis comment notre amitié a évolué. Et ensuite, on va présenter un peu les essentiels, les grandes réalisations par rapport à l'épisode avec lui. Donc, les épisodes en français, c'est pas des traductions littérales, mais j'essaie d'aller chercher pas mal toutes les idées principales. Et vous allez le voir, ce qui est vraiment intéressant avec Dor, c'est que son approche de mouvement, qui est basée sur le jeu, autant pour les enfants que pour les adultes, est vraiment joyeuse, puis lumineuse, puis dans leur contenu, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de rire, puis il y a de la légèreté dans son approche. Mais en même temps, à l'écouter parler, c'est là que le contraste est intéressant. Il y a une profondeur. Exactement. C'est ce que j'avais écrit sur ma feuille. Ben, tu vois. Pour lui, le mouvement, c'est pas juste mécanique, puis c'est pas non plus du jeu pour comment tu sais, la légèreté un peu insipide. Pour lui, il y a le bouger, c'est avant tout une façon de connecter avec d'autres personnes. Puis toute sa vision n'est pas juste basée sur de la théorie puis des articles scientifiques, même s'il peut complètement le backer. C'est basé sur une longue histoire personnelle qui est vraiment riche puis intéressante. Fait que c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Qui l'a amené jusqu'à l'aspect communautaire? Exactement. Parce que c'est dans le cadre d'un épisode dans le cadre de la série Vie de clan. Exactement. Fait que quand on s'est dit qu'on allait faire une série Vie de clan, puis que pour certains épisodes, je savais que j'allais délibérément lier aussi la vie de clan au mouvement. Je me disais, personne d'autre que lui avec qui je voulais parler de cette thématique-là. Puis, c'est ça, à la fin de l'épisode, c'est ça que j'aime des podcasts, puis de pouvoir parler aux personnes en direct, c'est que moi, j'ai des réalisations, puis même des ressentis pendant que les gens m'expliquent des choses. Genre mon corps, mon cerveau travaille. Puis j'ai la chance de pouvoir leur demander des conseils en direct. Fait qu'à la fin, j'ai quand même eu des grandes réalisations, puis il a pu m'offrir ses conseils. Fait que c'était vraiment un épisode super touchant. Et en fait, pendant notre amitié, c'est basé que on s'est rencontrés grâce au web, puis on avait des conversations chaque semaine, plusieurs fois par semaine même, pendant des heures. Fait que l'épisode avec lui dure 1h40, je pense. Mais pour nous, c'est genre de la petite... Ils ont fait tellement plus que ça dans le passé. Avant l'arrivée de Marc Aurèle, il y avait des discussions de... c'était fou, 3 heures, 4 heures. Vince était enfin libéré de m'entendre jacasser tout le temps. J'avais un break. Fait que c'est de la petite bière, puis à cause du décalage horaire, en fait, le seul temps qu'on avait pour se parler, qui concordait, là, c'était notre 7 heures du soir puis son 7 heures du matin. Fait que mon cerveau était aussi un peu plus lent que d'habitude, mais c'est correct parce que j'ai pu me concentrer un peu sur justement plus mon corps puis juste l'écouter. Anyway, de la jasette. Fait que voilà. Comment on est devenus amis? Vince, t'en rappelles-tu? Je me souviens d'un compte Instagram que tu as trouvé, que tu as vraiment trouvé beau, que tu as poké ce compte-là, puis ça a commencé comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. C'était pas juste beau, le compte Instagram, en fait, c'était pertinent. Genre, non, mais pas pertinent, mais quelque chose qui avait une norme. C'était une vidéo d'une enfant qui faisait des jeux
dans une maison comme un peu ordinaire, avec des objets ordinaires. Puis nous, on était beaucoup dans le jeu libre à l'époque, puis dans le design actif à la maison. Fait que comment bouger dans le quotidien. Fait que le fait qu'il y avait des gens qui avaient conçu des jeux ultra, ultra simples. Dans le contexte de la maison. De la maison avec des objets super banals, genre des casseroles, des bacs en plastique. Je me disais comme, il y a quelque chose là vraiment d'intriguant. Là, quand je suis allée voir leur page, j'ai découvert que Moving Creatures, c'est le nom de la compagnie, était en partie fondée par un gars qui s'appelait Dor Shira. Puis à regarder le nom, je me disais, je pense que c'est un nom juif. Puis je l'ai reconnu parce que quand je travaillais à HEC, pendant 3 années, j'ai travaillé sur le campus international en Israël. Je travaillais au pôle d'entrepreneuriat. Puis par un concours de circonstances, je devais juste coordonner le campus à distance. Puis mon boss m'avait utilisé comme en backup en disant, si jamais il y a quoi que ce soit, tu vas comme venir avec nous. Puis je me rappelle pas dans quel épisode je parlais de ça, mais finalement, lui, il adoptait un enfant au même moment, puis son enfant, il allait l'accueillir pendant le campus. Fait que j'ai été envoyée là. Puis je suis allée la première année, puis la deuxième, puis la troisième. Puis le pays d'Israël était pertinent en entrepreneuriat parce que ils appelaient ça le Silicon Valley du Moyen-Orient. Il y a énormément d'innovation technologique dans le pays. Puis c'est un pays aussi absolument fascinant par sa politique et la culture, comme vous êtes probablement au courant. Et c'était vraiment comme une immersion à la fois culturelle, puis on allait visiter des entreprises. Fait que quand j'ai vu son prénom, puis un peu son histoire, même pas son histoire, mais j'avais un sentiment de familiarité assez rapidement. Puis je l'ai contacté. Puis on a eu un premier appel, puis je trouvais ça super intéressant. Justement, son approche de jeu, c'était pas juste de faire des jeux puis de rigoler, il appelait ça du meaningful movement. Il essayait de redonner du sens à nos mouvements qui étaient comme aussi notre quête. Fait qu'on a fait un premier podcast ensemble, puis on aimait tellement discuter que, c'est ça, par après, on a juste continué de faire des appels. Puis il y avait un gros désir, je pense, de collaborer à travers ces appels-là. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que... Oui, ben en fait, c'est... Lui, il est israélien, mais sa conjointe est australienne. C'est une danseuse contemporaine je pense qu'elle est bien internationale. De renom. Elle a une école de danse maintenant aussi où elle est installée en Australie. Puis elle est thérapeute par le mouvement. Puis l'amour, nous fait voyager. Fait que... je pense qu'ils se sont rencontrés en Israël, mais ils ont fini par s'installer en Australie. Puis je pense que c'était supposé être temporaire parce qu'ils aiment beaucoup voyager. Puis là, le COVID est arrivé. Puis on était tous en confinement. Puis l'Australie, c'est un des pays qui était les plus sévères au monde par rapport au confinement. Même Jordi, la conjointe de Dor, ses parents étaient genre dans une autre province. Là. Je sais pas comment ils appellent en Australie, comme une autre... Des régions. Puis... dans l'Australie, c'était la région la plus sévère, stricte aussi, puis il y avait comme une frontière qu'elle ne pouvait pas traverser, puis elle n'a pas vu sa propre famille. C'est excessivement compliqué de voir sa propre famille. Fait que Dor, qui est quelqu'un de ultra chaleureux, puis une people person, genre, il était enseignant. Comme nous tous, il se retrouve comme isolés, puis je pense que nous, à une époque, on vivait un peu la même chose. On partait notre projet. On se sentait donc tout seul dans nos idées. Oui, puis même à ce moment-là, je pense que on faisait... Avant le COVID, on faisait toutes nos entrevues en personne. Oui. Puis c'est parmi les personnes avec qui on a fait les premiers épisodes à distance. Pendant cette ère-là, justement. Puis parce qu'on voulait continuer de connecter avec des gens, mais on pouvait plus en rire. Fait que finalement, on a eu des appels autant parce qu'on était comme... C'est la même longueur d'onde, même si c'est parce qu'on était les deux désespérés. Mais je pense que ça nous a amené genre énormément de bienfaits d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait notre vision du monde par rapport au mouvement. Dans le fond, Dor, qui est-il? C'est un entraîneur en arts martiaux, à la base. Lui est tombé en amour avec la capoeira quand il était jeune. Il est allé étudier au Brésil avec les meilleurs maîtres. Il a voulu aller dans les favelas, qui sont des espèces de ghettos super dangereux puis super pauvres.
Puis il a vu, c'est un de ses enseignants, comme vraiment accueillir beaucoup, beaucoup les enfants puis les ados, puis leur offrir un espace où ils pouvaient se développer adéquatement. Il disait que, tu sais, c'était un univers de chaos, mais que son maître était vraiment comme rigoureux avec les enfants. Il disait, ici, on fait pas de drogue. Ici, tu sais, il voulait amener un code de conduite honorable, puis amener, c'est ça, une structure dans la vie chaotique. Puis Dore a vu l'effet que ça a eu sur les enfants puis les adolescents. Il y en a qui se sont justement sortis de la misère, qui sont devenus eux-mêmes des professeurs. Puis ça l'a tellement inspiré que quand il est revenu en Israël, il s'est dit, je veux avoir un impact similaire. Fait qu'il a décidé d'aller dans le désert, dans une ville qui s'appelle Dimona, pour servir des communautés pauvres. Puis un de ses premiers étudiants, qui s'appelle Shavit, avait 12 ans, puis c'était justement un enfant qui se faisait dire qu'il était comme pas bon à l'école, puis qu'il avait pas d'amour. Parce qu'il n'a pas fini son secondaire? Je pense qu'il avait... Ouais. Puis Dore a été son enseignant, puis il a vu une autre forme d'intelligence. Il a vu cet enfant-là se déployer aussi, qui lui-même est devenu aussi éventuellement enseignant. Il disait, il avait beau se faire dire qu'il était pas bon à l'école, je le voyais aller, puis il dit, il avait tellement de bonne intelligence émotionnelle, il avait tellement de bonne conscience de son corps, puis il était tellement bon à guider puis à inspirer les autres personnes. Puis... c'est fou, un élève qui était jugé, comment dire, qui opérait vraiment pas bien dans le système scolaire, qui est devenu enseignant. C'est quand même intéressant comme phénomène. Je me rappelle comme plus s'il est retourné à l'école après puis s'il a eu un diplôme officiel, mais Dore me mentionne souvent à quel point c'est comme un enseignant exceptionnel puis il est comme vraiment connu dans sa région. Puis c'est ça, finalement, Dore, lui, il est retourné à Tel Aviv éventuellement. Il a ouvert son propre studio. Ça a marché pendant plusieurs années. Éventuellement, il a fermé. Mais son studio était adjacent à une école, il dit, qui est connue vraiment internationalement, qui s'appelle Bialit Rogozin. C'est une école où il y a des milliers de réfugiés et d'immigrants, des enfants de 6 à 18 ans. Je pense de 50 pays différents. Puis Dore, quand il avait son studio, sa politique, c'était comme, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Puis quand il a fermé son studio, je pense qu'il est allé travailler à cette école-là pendant un bout de temps. Puis sa pédagogie, c'était, encore une fois, beaucoup centré sur l'humain. Il était vraiment dans l'éducation par projet, puis l'apprentissage personnalisé. Fait qu'il était vraiment obsédé à trouver c'était quoi la flamme d'un enfant, puis nourrir ça. Il disait qu'il aidait beaucoup de projets, il travaillait beaucoup aussi, il touchait beaucoup au thème du développement durable. Fait que beaucoup de réflexions par rapport à l'environnement. Je pense qu'il a aidé un projet de jardin. Je sais qu'il avait aussi rassemblé une équipe de mentors pour que les enfants aient des mentors inspirants. Puis il voyait comment le système plus formel de l'école éteignait peut-être la créativité des enfants, puis il voulait offrir cet espace-là. Fait qu'il disait qu'il était le prof cool, mais qu'en même temps, quand tu poses des questions existentielles aux enfants, il voyait comment, quand tu dictes aux enfants tout le temps quoi faire, puis comment le faire, puis que tu arrives avec des questions ouvertes sur qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il dit ça... Il y a un inconfort. Il y a un inconfort, puis il dit même chez les adultes, ça amène une anxiété parce que on est programmé pour se faire donner une structure, puis à réfléchir, puis revenir vers l'intérieur, c'est ça, il dit, ça peut être très anxiogène. Fait qu'il dit, des fois, je passais du prof cool au prof gossant, puis il sentait qu'il y a du monde qui veulent juste des consignes. C'était confrontant comme méthode. C'était confrontant. C'est drôle, ça me rappelle quand on avait fait un atelier avec le lion et la souris qui faisait du jeu libre à Montréal, puis que c'était juste des adultes. C'était là pour apprendre comment créer des espaces de jeu libre pour animer les enfants. Puis, ils nous avaient dit, bon, ben là, faites du jeu libre, les adultes. Puis là, on s'était tous regardés comme... Ouais. Vous pouvez faire ce que vous voulez. OK, mais qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Qu'est-ce que je fais? Tu sais, comme, ça a pris un bon 15 minutes avant que les choses prennent vie pour de vrai. Là. Puis je pense que c'est ça, c'est comme un réflexe qui est amené par la façon qu'on est éduqué quand on grandit. Là. Absolument. J'oublie tout le temps, mais comme à HEC, j'enseignais la créativité puis l'innovation.
Puis mon collègue, lui, en fait, qui avait un contact avec une prof en Israël, qui avait initié l'idée de faire un campus là-bas, un des exercices qu'on faisait, c'était il y avait une bande dessinée avec des images, tu sais, pour justement amener les gens à briser leur narratif, des fois. L'exercice, c'était ultra simple. Il y avait une bande dessinée, il fallait recréer une histoire à partir des images. Puis la consigne, c'est tu peux faire ce que tu veux, sauf... C'était quoi? Il y avait une consigne, mettons, sauf... ouais, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut que toutes les images soient là, mettons. Puis là, il faut que tu recrées une histoire à partir des images que tu as déjà. Puis là, les gens, ils revenaient vers lui puis ils disaient, « Je peux-tu découper le bonhomme? Je peux-tu, genre, rajouter des shit? Je peux-tu... J'ai-tu le droit? J'ai le droit. » Puis il est comme, « Tu peux faire ce que tu veux. » Puis les gens avaient besoin d'encore plus de direction. Puis l'exercice, c'est justement pour t'amener à retrouver ce sentiment-là que... Tu peux faire ce que tu veux. C'est tough à expliquer, mais de dire, genre, il n'y a pas d'attente comme... Tu vas pas couler. Il n'y a pas d'attente envers toi, autre que toi-même créer ta propre quête, tes propres réflexions. Puis c'est vraiment un apprentissage en soi. Là. Moi-même, ça m'a pris justement toutes ces années-là à l'université à déconstruire la pensée formelle de quelqu'un d'autre. Fait que c'était vraiment ça son approche. Fait que de prof d'arts martiaux, il est devenu comme enseignant, il a touché à plein de matières. Puis qu'est-ce qui est arrivé après ça? Il est retourné au Brésil avec Chavit. Ah oui, c'est ça. Quand il était ado, je pense. Il est retourné au Brésil avec Chavit, qui était comme plus vieux, parce qu'il y avait, je sais pas pourquoi, mais premier au père à Chavit, qui allait amener Chavit au Brésil éventuellement. Puis ils sont retournés ensemble. Puis ça les a vraiment comme rapprochés. Fait que, tu sais, Chavit qui était envers un enfant, était comme plus un adulte. Puis je pense que même dans son studio, en fait, Chavit a grandi, il était son assistant. Puis là, une fois devenu adulte, ils ont réalisé qu'ils avaient envie de faire quelque chose ensemble puis de s'associer. Puis éventuellement, un des gros déclics, c'est que Dor a vu Chavit jouer avec son neveu. Puis il était ultra créatif. Il inventait des jeux pour faire bouger son neveu avec justement des choses de la maison. Puis Dor a vu une scène vraiment typique d'eux ensemble, puis il s'est dit, il y a quelque chose là. L'équivalent de toi qui vois leur vidéo sur Instagram. Exactement. Il y a de quoi là. Il y a de quoi là, tu sais. Puis ça semblait tellement naturel, puis je pense que ça l'a résonné aussi profondément. En fait, je sais que ça l'a résonné profondément parce que Dor le dit tellement... Tu sais, dans un homme, surtout, il le dit avec tellement d'ouverture, puis je trouve ça tellement touchant. Il dit que son envie de fonder Moving Creatures, c'était aussi basé sur le fait que lui, il avait manqué de connexion avec son père. Puis il n'y avait pas de connexion physique, il n'y avait pas de proximité corps à corps. C'est vrai que c'est rare qu'on reconnaît ça. Tu sais, c'est un langage de l'amour qu'on reconnaît moins. En dehors du couple, mettons, de dire le toucher, le contact, la proximité physique, juste les câlins, c'est important. Fait que Dor qui parle de ça, de son père, qui était un homme, il dit, mon père était un grand homme. He was great and a very big man. Il dit, grand dans sa personnalité, mais aussi comme physiquement. De ce que je sais, c'était un homme d'affaires dans l'industrie, je pense, de la musique puis du spectacle. C'est comme vraiment connu en Israël. C'est un big shot. On pourrait dire ça. C'est un big shot. Jet set israélien. Il travaillait constamment. Puis il était absolument pas en santé puis pas intéressé par les saines habitudes de vie. Il dit que... tu sais, il avait beaucoup d'argent. Fait que, mettons qu'il allait au restaurant, il dit, il se parquait genre sur le trottoir devant le resto. Il s'en foutait d'avoir une contravention. Je pense que c'était en partie pour être cool, mais aussi parce qu'il haïssait juste marcher quelque part. Fait qu'il s'en foutait, il payait le ticket. Ouais, il payait le ticket pour être devant la porte. C'est le genre de personnage. C'est tellement pas mes parents. C'est tellement pas Dor aussi, tu sais, c'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça, il est vraiment... Tu sais, Dor est super comme... tellement plus minimaliste, puis... Ouais, c'est... Mais... Puis
il dit quand les écrans sont arrivés, c'était encore pire. Il dit qu'il pouvait avoir 4 écrans en même temps devant lui. Je pense qu'il fumait comme à la chaîne. Puis je pense que c'est ce sentiment-là, tu sais, que Dor, il se sentait peut-être pas vu, puis qu'il n'y avait pas de connexion émotionnelle avec son père. Puis je pense que son père est mort aussi comme subitement, puis qu'il était à l'hôpital avec lui. Puis je pense qu'il nomme que peut-être qu'il lui prenait la main puis qu'il se rappelait pas la dernière fois qu'il y avait eu un qu'il avait contact. pris la main. Je pense qu'il expliquait que c'était un cancer, que ça a pris 2 mois puis c'était fini. Tu sais. À partir du moment où on l'a découvert jusqu'à temps que ce soit fini. Puis ça, c'est ça. C'est très rapide, 2 mois. Puis il est mort à 66 ans. Oh, t'es bon. Vince, il réécoute les épisodes. J'ai édité l'épisode au complet avant hier. Puis c'était quand même soudain. Puis 66 ans, c'est pas si vieux. Puis je pense que ça a été un choc pour sa mère. Ça a été un choc pour sa famille, surtout qu'il était comme un grand personnage. Puis le choc pour Dor aussi, c'est la pensée la même que j'ai eue pour mes grands-pères qui sont partis comme soudainement. Puis une des peurs que j'ai pour mon papa, c'est de dire, tu sais, si tu meurs entre 60 70 ans, t'as peut-être 20, 30 ans d'années de vie de plus. Puis Dor, il disait, tu sais, il n'aura pas connu ses petits-enfants. Tu sais, il aurait pu être là. Puis la question de il dit, mon père était actif avant. Qu'est-ce qu'il fait qu'il l'ait plus? C'est quoi le moment où il a commencé à être déconnecté de son corps? C'est fou parce que j'ai 34 ans. Fait que, tu sais, s'il avait vécu jusqu'à 100 ans, la différence avec 66, c'est 34 ans. C'est comme... C'est à 68, 32. Mais... Non, 66? Ouais. Ben, c'est ça. Il est mort à 66 ans. Mettons que s'il était mort à 100 ans... Ah, OK, je comprends. Ah ouais, je comprends. J'ai des mains dans ma tête. Ça y aurait donné 34 ans de plus, ce qui est mon âge en ce moment. OK, moi, ta vie. Genre, ouais, c'est ça. Ça y aurait donné ma vie jusqu'à ce jour de plus. C'est fou, là. Ouais. Genre, je peux pas m'empêcher de le dire à chaque fois, de dire que c'est énorme. Après 60 ans, on prend juste c'est la vieillesse. Genre. Mais c'est ça. Il y a une vie de plus après un certain âge. Puis même, parce que je sais plus si j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais ma réalisation que si on vit longtemps, on va être des petits vieux en même temps que nos enfants. Ça m'a explosé. Ça veut dire, si je vis jusqu'à 93 ans, Marc Aurèle va avoir 60 ans. Il va être retraité. On va être retraité. On va être des petits vieux en même temps. C'est fou, hein? C'est weird. Anyway. Puis je m'en souviens de 66 ans parce que justement, il avait dit... Tu sais, imagine... Dor avait dit pendant l'épisode, en mentionnant son père, imagine, tu vis jusqu'à 66 ans, gros statut... Non, t'as un gros statut, t'as plein d'argent, t'as un gros réseau de contacts, mais tu meurs à 66 ans, tu sais. Ça m'avait frappé de dire que, wow, c'est vrai que, dit de même, tu sais, est-ce qu'on court après les bonnes choses? En tout cas. Fait que ça a amené beaucoup de réflexions existentielles, mais aussi, il dit, ça l'a amené dans le rabbit hole. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en français de parler ça, mais tu sais, de dire quand tu tombes dans des recherches, genre un puissant fond de recherche pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à son père, qu'est-ce qui fait quand il était jeune, il était actif, puis qu'à un moment donné, il a commencé à arrêter de bouger, puis à être tellement déconnecté de son corps. C'est ça qu'il voyait Dor, c'est que si tu es déconnecté de ton propre corps, tu tasses tes émotions, puis tu deviens déconnecté des gens, puis tu deviens déconnecté du monde. Fait que quand la scène où il voyait son père sur des écrans, c'est la déconnexion ultime de tout ce qui l'entourait aussi, tu sais. Puis dans ce rabbit hole-là, c'est là que lui est tombé aussi sur des découvertes similaires qu'on a eues, tu sais, de dire, OK, il y a une crise du confort. Ça vient... Une expression qui vient... que moi, j'ai connue par Michael Lister, un journaliste qui parle du fait que ce qu'on amène tout le temps, que nos environnements, nos vies sont rendues tellement confortables qu'on n'a plus besoin de bouger. Qu'on parle des capacités. Puis en plus, quand on est dans une société qui valorise la productivité, mais c'est que son père, finalement, il était récompensé d'être un workaholic, tu sais. Il recevait plein de bénéfices de la société d'être ça, tu sais. Il était connu, il avait plein d'argent, il avait de la renommée, fait que... Il était tout le temps acclamé. Pour ça, tu sais. Ouais. Alors que bouger est quand même vraiment difficile puis demandant, tu sais. Puis il voyait Dor à quel point, si les gens n'ont pas un intérêt pour la santé ou de purpose, ben c'est ça, ça c'était
tout est fait pour qu'on puisse être facilement diverti, qu'on ait toujours quelque chose à acheter ou à manger. Là, il parle même de fumer. C'est une société qui est sur toutes les addictions au lieu d'être sur notre être. Comme, puis il disait comme, j'ai travaillé sur le mouvement toute ma vie, puis il disait, il y a vraiment quelque chose qui cloche, puis il voulait prendre action. T'sais. Fait que de prof d'arts martiaux, il a fondé une compagnie mouvement en se disant, pas juste je veux faire bouger les gens, mais je veux que le mouvement permette de ramener de la connexion entre les gens. Puis son projet était basé sur le lien parent-enfant, beaucoup. Puis il y a une autre passion qui est aussi le mouvement multigénérationnel. Fait qu'il y a des projets avec les personnes âgées, puis des groupes multi-âges. Oui, il dit même pendant l'épisode que, tu sais, la façon qu'il voyait ça, c'était en tant que parent, ben, tu cherches des choses à faire, tu cherches à occuper ton enfant. Puis lui, il voulait proposer une solution à ça, mais que ultimement, son but, c'était que les gens bougent ensemble puis connectent ensemble. T'sais. C'était pas. C'est lié à un problème, une situation que les parents vivent, mais qu'il voulait répondre à d'autres choses par la bande. Je pense un peu comme on fait aussi. Ben, c'est ça qui venait nous toucher. Là, c'était justement de sortir de la mentalité, faire bouger les enfants puis de dire si on leur offre un environnement adéquat, puis si on incarne ce qu'on veut être, ce qu'on prône, ben ça va influencer, ça va inspirer l'enfant automatiquement. T'sais. Fait qu'avec cette idée-là en tête, il se dit, tu sais, ma blonde est australienne, puis je veux continuer d'avoir un lien avec Israël parce que ma famille est là-bas. Fait que s'il dit, je veux un projet qui peut être fait aussi à distance puis me permettre de vivre une vie semi-nomade. Il arrive en Australie, comme on dit, il est comme pogné en confinement. Il dit que c'était une époque absolument aliénante puis il se sentait isolé, mais il essaie de voir, d'être reconnaissant des opportunités cachées dans tout, puis il dit que c'est une phase aussi excessivement créative pour lui, puis qu'il avait la chance qu'il était comme en confinement dans une zone où il pouvait au moins sortir sur la plage pour aller faire du surf. Il y a pire. Il y a pire. Puis qu'il était aussi reconnaissant de notre rencontre puis du travail qu'on a réussi à faire à distance. Puis vu justement que tout le monde était pogné à la maison, il dit il a lancé son projet puis il y avait des vidéos simples de jeux pour enfants qui atteignaient de manière organique des centaines de milliers de vues parce que les parents justement... Tu sais, en panique, quand les services n'existent plus, tu te demandes justement qu'est-ce que je fais. Ça, t'es pris chez vous avec tes enfants. Qui ont de l'énergie, puis qui ont besoin, que là, tu vois à quel point ils ont besoin de bouger. Il y a une urgence, là. Puis il disait comme, wow, comme immédiatement, on a réussi à connecter avec les gens dans l'intimité de leur salon, tu sais. Fait que les jeux qu'il a fait, il a transformé ça en produit. C'est-à-dire qu'il a créé comme une collection, une librairie de vidéos de jeux, de mouvements, ultra simple à effectuer. Puis après ça, il a travaillé sur le développement, puis les jeux étaient associés à des personnages, des animaux. Puis après ça, il a développé un outil pour utiliser dans le monde réel, pour être moins connecté aux écrans. Fait que le but du jeu, c'était... comment dire? Utiliser des vidéos, c'est la méthode la plus efficace à mes yeux pour montrer comment faire des mouvements. Mais il voulait pas que les gens soient juste scotchés à l'écran. Fait qu'il avait aussi développé un outil qui est des cartes physique avec les personnages, que quand tu vois le personnage, tu peux te rappeler les jeux associés, puis ça peut comme stimuler, genre... Ça peut inspirer le monde, puis... Tu peux piger des cartes, puis là, faire les jeux associés à ces cartes-là. Puis là, ben, c'est là-dessus, en fait, qu'on a collaboré. Oui, c'est là-dessus qu'on a joint. Puis on dit souvent que... En fait, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que pendant les mois, on se parlait, puis moi, j'étais enceinte de Marc Aurèle. Puis là, Marc Aurèle est né. Puis là, nous, notre vie a complètement changé. C'est-à-dire comme on est... Tu sais, on travaillait des fois des heures et des heures. On travaillait le soir, on se levait tout le matin, on continuait de travailler. Puis, comme nouveaux parents, c'était juste absolument plus possible de soutenir ce rythme-là. Fait que nous, on a été... tu sais, avec Marc Aurèle, on s'est recentré aussi sur notre projet qui s'appelait Renard à l'époque, qui est devenu Vivace en cours de route. Fait qu'on a comme aussi, nous, vécu une renaissance. Oui, qui est devenu Vivace grâce un peu aussi à Moving Creatures, puis au jeu. Parce que, c'est ça, on a le jeu de cartes a été lancé comme quelques jours avant la naissance de Marc Aurèle, je pense. C'était un peu la date qu'on s'était donnée parce qu'on s'était dit, ben, après cette date-là, nous, on n'est plus vraiment disponible. On ne sait pas en tout à quoi va ressembler notre quotidien. Fait qu'on s'était arrangé avec Dor, on avait lancé juste avant. Puis, ben évidemment, l'arrivée de Marc Aurèle a amené plein de remises en question, mais
ce qu'on essayait de faire aussi, ou de la façon qu'on essayait de contribuer avec le jeu de Moving Creatures, c'est avec le marketing numérique, qui était comme une toute nouvelle game pour nous. Puis ça nous a amené plein de réflexions aussi sur comme, OK, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous, avec notre projet, comment on veut le dire? C'est quoi les mots qu'on veut utiliser? C'est quoi les couleurs qu'on veut utiliser? Les images qu'on veut utiliser? Fait que le fait d'avoir travaillé sur ce produit-là pour le commercialiser nous a amené à vraiment améliorer, je trouve, notre projet à nous, tu sais. Ouais, ça, c'est vrai. Puis... On pourrait regarder ça puis se dire, wow, on a investi beaucoup de temps et d'argent dans un projet qui n'était pas le nôtre. Mais là, on le faisait pour les bonnes raisons. Puis de deux, ça l'a évidemment contribué à notre façon de faire du marketing aussi, puis notre point de vue par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que ce qui est arrivé aussi, c'est que les jeux de mouvement, c'est vraiment... C'est comme on peut coller notre enfant puis jouer avec lui de manière non structurée, comme dès que l'enfant est bébé, tu sais. Mais les jeux avec Moving Creatures étaient plus centrés sur à partir de 3 ans. Mm-hmm. Je pense qu'aussi une de nos réalités, c'est qu'on a réalisé, il y a une... Et c'est ça, il y a une réalité, il y a un univers de mouvement pour les bébés, hein, qui est autre chose. Hein. C'est une autre game. Puis ça, c'est un maillon dans le continuum, dans l'évolution de l'enfant qu'on connaissait pas, qu'on n'avait pas vu venir. Fait que Moving Nature, c'était aussi des jeux qu'on pouvait pas immédiatement appliquer avec Marc Aurèle. Puis maintenant que Marc Aurèle est plus vieux, que nous, on se sent plus seté, puis que là, il arrive en âge de faire les jeux, là, ça ravive le projet, même pour nous, de notre côté. Dor, dans le fond, lui, ce qui est arrivé de son bord, c'est que quand les confinements, même avec les confinements, il y a un moment où il pouvait comme un peu plus voyager. Puis lui, il étouffait, là, tu sais, c'est un gars qui est ultra sociable, puis il a réalisé que, tu sais, son rêve de faire une grosse business web, puis de faire plein de cash, il disait, finalement, genre, ce qui me manque profondément, c'est le lien humain avec du monde, puis d'enseigner dans le réel, parce que c'est incomparable comme expérience. Fait que lui, puis Jordi, en fait, elle a été nommée pendant 12 ans sur la route comme danseuse, puis comme chorégraphe dans plein de pays. Fait qu'étant il est encore plus nomade que moi. Mais ils ont quitté l'Australie pour vivre à différents endroits. Puis ce qui est fascinant, puis ce que je trouve tellement hot d'eux, c'est qu'ils n'ont pas payé de loyer pendant 2 ans. Ça, c'est fou. Ils faisaient du house sitting. Ce que je connaissais pas, c'est eux qui me l'ont fait découvrir, c'est que tu gardes t'es hébergé, tu es dans la maison des gens pour garder leurs animaux de compagnie pendant qu'eux sont comme ailleurs, peut-être en voyage. Fait que souvent, le deal, c'est ça. T'es une présence, une sécurité pour les animaux, tu gardes la maison tant que tu la remets propre, puis that's it. Puis des fois, c'est des super beaux appartements à Montréal, des grosses maisons. Des fois, c'était des fermes. Des fois, c'était des comme, condos à Montréal. Des fois, c'était dans des grosses villes. Des fois, c'était dans des trous. Fait que c'était vraiment intéressant comme mode de vie. Puis je pense que c'est une époque aussi où Jordi l'a beaucoup aidé dans son projet. Fait qu'elle, avec sa vision de thérapeute du mouvement, a monté un dossier insane où il était capable de décortiquer chaque jeu de la plateforme, d'expliquer tous les types de mouvements que ça amenait, puis les bénéfices pour l'enfant puis le parent. C'est gros. Fait qu'ils ont transformé ça aussi en formation professionnelle pour d'autres experts de mouvement, parce que Dor réalisait que, tu sais, il y a des thérapeutes ou il y a des enseignants qui sont excellents, mais qui disent soit pas la créativité ou absolument pas l'envie de développer du nouveau matériel. Puis il s'est dit, il faut mettre de l'avant une approche par le jeu, puis on peut offrir aussi un outil pédagogique avec Moving Nature. Fait qu'ils ont développé des partenariats aussi avec des kindergarten. C'est quoi? Je me mélange tout le temps. C'est ça, maternelle? Des garderies? Daycare, kindergarten, c'est pas maternelle? Jardin d'enfants. Parce que la traduction, c'est jardin d'enfants. On pas du jardin d'enfants. Pour amener ça aussi dans les écoles. Fait qu'ils ont travaillé là-dessus pendant un petit bout, en semi-nomade, et c'est à ce moment-là aussi qu'ils sont venus nous voir à Montréal. Et... Avec un jeune Marc Aurèle. Oui, c'est ça. Il y a une personne qui a envie de dire que c'était absolument incroyable et magnifique, mais c'était un des moments les plus tough de notre vie. C'est juste avant qu'on débarque à Waterville. C'est l'été avant. C'est pas longtemps avant. Hey, mini-pause! Si cet épisode t'inspire, tu peux inspirer quelqu'un d'autre en retour. Tu peux avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as à faire,
c'est de laisser un review pour le podcast de Vivace. Dès maintenant, tu peux prendre ton téléphone, ouvrir ton application d'écoute et laisser un commentaire. Pas besoin de te casser la tête, écris une chose que tu as aimé de la discussion. C'est ce qui nous permet de faire rayonner des idées et c'est ce qui te permet d'aider quelqu'un en retour. Je pense qu'on a eu la réponse qu'on avait, la petite maison ici, genre d'un jour après leur départ, me semble. Parce que c'était en nous qu'on a eu la réponse, je pense. Puis, sont arrivés à Montréal. Moi, je me suis mélangée, puis c'est vraiment de ma faute. Je pensais qu'il y avait immédiatement comme une maison à avoir en house sitting. Fait que mon rôle, c'est d'aller les chercher à l'aéroport, puis de les amener à leur maison. Fait que de l'aéroport, tu sais, moi, je conduis ou toi, tu conduis, puis je demande à Jordy, fait que c'est quoi l'adresse de la maison où vous allez? Puis là, elle me regarde, puis elle est comme, tu sais qu'on reste une semaine chez vous. Tu sais, que notre house sitting, c'est ça le défi, en fait, il faut qu'elle coordonne des dates de plusieurs lieux différents. Là. C'est pas comme un hôtel, là. C'est comme les gens partent à certaines dates précises. Fait que des fois, tu as des gaps où tu es obligé de loger ailleurs ou de payer pour un Airbnb. Fait qu'elle dit, tu sais qu'on reste chez vous pendant une semaine avant d'avoir notre première maison? Puis là, je suis comme, oh, merde. Oups. Fait qu'on a un jeune bébé. Puis là, il faut quitter notre appartement pour leur laisser, mais je sais que mon plan, je me rappelais qu'elle me l'avait mentionné, puis que le plan, c'était « on va aller chez nos parents à Laval. Ouais. » C'est correct, mais là, en panique, on ramasse toutes nos affaires. Ouais. L'appartement était quand même propre, mais... Ouais, c'est pas parfait. Pas parfait. On leur laisse notre appart. Tu sais, on était comme complètement brûlés, cernés. Puis là, puis moi, je suis pas la personne qui surveille le mieux sur une scène, là. Puis même toi, rendu, t'étais tellement épuisé. C'était intense. Fait que c'était ça le départ, puis... Mais bref. Ils ont offert un cadeau à Marc Aurèle. On a célébré sa fête avec lui, avec eux. Ils avaient fait un gâteau avec des bougies. C'était super sweet. Puis, comme, je sais que ces personnes-là vont comme rester dans notre vie. Genre, je sais qu'on va aller en Australie un jour. Il y a comme, je pense que ça a tellement été intense, nos discussions avec d'autres. Puis, même à refaire les podcasts, je suis comme, je me rappelle pourquoi on est amis, genre, puis tout ce que j'aime d'eux, genre, c'est des gens vraiment créatifs puis ils ont vraiment du cœur. C'est sûr qu'on va en Australie. En plus, il y a une famille du clan qui est en Australie. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Fait que déjà là, on sent que... Quand on a vu ce moment-là arriver, on a fait « l'Australie, hein? » Ouais, c'est juste pour ça, en fait. C'est juste pour le soleil et la plage. Là. Ouais. C'est juste nos popettes, genre, pour avoir on va les exploiter. Fait qu'eux, de leur côté, après cette vie-là de nomade, ils ont comme eu envie de s'enraciner peut-être un peu plus. Fait que c'est ça le cycle. Hein. Des fois, comme ils étaient pognés, après ils ont voyagé, puis après, tu as une envie de t'enraciner à nouveau. Et aussi, je pense qu'ils le nomment dans l'épisode, mais ils ont une envie éventuellement d'avoir une famille. Puis en ayant été nomade partout dans le pays, puis Jordy, elle a de la famille en Australie occidentale. Ils ont visité la ville de Denmark, puis ils sont vraiment absolument tombés en amour avec le lieu. Puis il dit que c'est un des endroits les plus blessed, là, les bénis, les plus beaux qu'il a vu de sa vie. Fait que je me dis, venant de quelqu'un qui en a vu des places, il dit que il y a une nature, ça donne un sentiment qui est intouché par l'homme. Juste absolument grandiose. Il y a des plages à perte de vue, des forêts, des rivières. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la qualité de vie est excellente. C'est une ville, c'est vraiment loin. Perth, c'est une des villes les plus isolées du monde. Je pense que c'est comme vraiment loin des autres villes principales. Puis Denmark, c'est à 5 heures de route de Perth. Fait que c'est creux, là. Puis c'est creux. Blanc sur blanc. Puis comment les gens se sont ramassés là, je pense qu'il y a une vague de mouvements de hippies dans les années 60, 70. Puis souvent, ce qui arrive dans des lieux comme ça, ça attire des artistes, ça attire des intellectuels qui pensent différemment. Puis si ça réussit à persister, ça devient des lieux comme quand même hip puis connus. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, qui ont des valeurs alternatives. Il dit que nous, nu-pieds, puis en faisant l'école maison, on va juste absolument fitter dans le décor. Pas qu'on prévoit un départ imminent de Waterville, mais une visite, au moins. Puis il dit que ce qui le fascine aussi, c'est qu'il y a beaucoup de... Il n'utilise pas ce mot-là, mais c'est un peu l'équivalent de redneck. Genre, tu sais, je pense que l'Australie, il y a aussi des grandes zones rurales, une vie de fermier où ils finissent la journée au pub. Puis ce contraste-là le fascine, en fait. Il aime
énormément la diversité culturelle. Il trouve que c'est ça qui rend un endroit comme attrayant puis riche. Ben, quand il disait, je voyais un peu ce qu'on vit aussi à Waterville. Il y a quand même deux... c'est vrai qu'il y a ça ici aussi. Ouais. Tu sais, il y a un aspect, il y a des gens qui habitent ici depuis des générations, que c'est plus une ville en région, comme les autres. Puis t'en as d'autres qui sont là parce que, bon, il y a l'école alternative, puis là, ça a amené à une communauté vraiment florissante. Fait que là, t'as comme ces deux genres d'individus-là qui cohabitent ensemble, puis ça amène à plein d'interactions intéressantes et fascinantes. Puis, fait qu'ils sentaient vraiment que c'est le mode de vie qu'ils veulent préserver. C'est comme, ils veulent être, probablement, ils voulaient vivre en mini-maison, puis par un concours de circonstances, il y a une famille, je pense, qui quittait la leur, puis là, ils louent la mini-maison comme off-grid, un peu comme de ses rêves. Là. Il y a eu un trip pendant un bout de temps où il faisait juste regarder des mini-maisons sur YouTube. Quand il était à Montréal avec nous, il nous parlait tout le temps de mini-maisons. De son avis, je pense qu'il a suivi une formation pour faire des maisons en terre. Fait que c'est comme si tout s'est manifesté un peu. Jordi, elle a fondé une école de danse aussi dans le coin qui a immédiatement super bien fonctionné. Fait que c'est une ville de quelques milliers d'habitants, puis il dit en peu de mois, elle avait déjà comme 100 élèves. De son projet, pratiquement. Fait qu'il dit comme, on a envie de s'investir dans notre communauté, puis de voyager fréquemment pour aller faire des retraites, des formations dans d'autres pays, puis il sent qu'elle a la richesse. T'sais, encore une fois, sa vision multiculturelle de dire... On part à l'aventure, on apprend des choses, puis on le ramène dans notre communauté. Et inversement, ce qu'on vit, comme aussi en Australie, quand il retourne dans sa famille en Israël, ou en Israël, il peut aussi amener de ses apprentissages de cette façon-là. Puis avec son regard, comme d'immigrant, il a vu aussi en Australie qu'est-ce que les cultures occidentales ont un peu perdu en termes de communauté. Puis ça m'a vraiment touchée. Il dit qu'en Israël, il venait pas d'une famille particulièrement religieuse, mais la tradition de se voir chaque semaine pour le souper de famille, tu peux pas manquer ça. Genre, il dit toute notre vie, puis maintenant, son frère et sa sœur, qui sont encore là-bas, comme c'est immanquable. Il faut que tu aies au souper du vendredi soir ou du samedi, selon les familles. Puis il dit que aussi, il célèbre les fêtes principales, puis il y a beaucoup de fêtes en Israël, puis il trouve que ces rituels-là, ces traditions-là, gardent du lien, créent du lien, puis gardent le lien entre les gens. Puis que les sociétés comme le Canada ou l'Australie, qui ont complètement rejeté la religion, ont aussi perdu énormément de moments de rencontre puis de communion. Puis il voit un peu il parle pas de souffrance, mais il voit un peu le trou que ça crée dans une communauté de pas avoir ces lieux puis ces moments de rencontre-là. Puis je pense que toi, c'est quelque chose qui te parle aussi quand même beaucoup de... En tout cas, je sais pas comment tu fais. Quand tu l'as entendu dire ça, genre, comment ça a résonné pour toi? Ben, c'est vrai, je veux dire, au Québec, on a jeté la religion par la fenêtre, mais c'est un peu comme... C'est quoi la quote? Jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est un peu ça. Là, ça amenait quand même une communion. C'est ça le mot, là, mais dans une communauté. Fait que... Puis la manière qu'il a défini, il dit, tu sais, la communauté. Il dit, c'est quoi la communauté? Il dit, normalement, c'est un verbe. C'est pas une chose, c'est coming in unity. Ouais, community, c'est coming in unity. Fait que c'est comme plus dans un verbe de se rencontrer, comme de s'unir dans le temps, tu sais. Puis que justement d'avoir observé la détresse monumentale pendant la solitude, pendant aussi les confinements, tu sais, qu'il y a juste l'amplification de quelque chose qu'il y avait déjà pour lui, c'était vraiment marquant. Puis ce qui le frappait aussi, avec son regard externe, c'est à quel point les sociétés occidentales ont tellement une valorisation de la liberté. Lui, dans son envie de communauté puis de s'engager, il a remarqué que ça clashait beaucoup avec le discours de liberté des gens. Fait que, il disait, lui, quand il faisait des arts martiaux, puis je pense que c'est aussi une question de discipline puis d'éthique personnelle, mais il disait, pendant 10 ans que j'apprenais la capoeira, il dit, je manquais jamais d'entraînement.
Il dit, j'en ai peut-être manqué un. Il y avait comme une discipline, puis encore une fois, c'est un mot qui est quand même vu négativement. Juste pour son côté comme austère un peu, puis obéissance aveugle. Mais en fait, c'est quand tu show up, puis tu fais les choses, que tu t'améliores, puis que tu es avec les gens, puis tu crées du lien. Puis il dit, personne ne me forçait à être là. J'avais juste sincèrement envie d'être là tout le temps. Puis là, en Australie, il essaie de, mettons, créer un moment de rencontre hebdo pour les adultes pour bouger. Puis il dit, c'est très inconstant. Les gens veulent comme pas s'engager à une pratique. Puis je pense que pour lui, c'est quand même un peu saisissant, mais il entend que c'est le discours de juste être libre, de faire ce que je veux quand même. On pense qu'être libre, c'est pas s'engager. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. Puis il dit que justement, lui, ce qui l'a inspiré dans sa vie, c'est pour ça que je te pointais tantôt, c'est de dire, Dore, un homme qui a été inspiré par Vince, justement, quand j'étais enceinte, pendant un moment, tu nommais tout le temps « commitment is freedom ». Ouais. Mais c'est un peu comme... S'engager, c'est se libérer, je pense. Ouais. C'est un peu comme la formule de Jocko Willink qui dit discipline equals freedom. Ouais. La discipline est égale à la liberté. Puis Dore a la même perception de dire quand tu t'engages à quelque chose, à un craft, à ton art, puis tu deviens meilleur, puis tu apprends, tu as énormément de créativité puis de liberté dans ce cadre-là. Mais si tu t'engages à rien, tu erres, puis tu n'as pas de purpose dans la vie. Puis il y a une phrase tellement belle, il dit « Si on ne choisit pas nos engagements, la culture les choisit pour nous. Et alors, les gens commencent juste à être accros, addicts, au lieu d'être engagés. » Puis ça, je trouve ça tellement puissant comme mot, tu sais, de dire notre vie est remplie. Genre, on fait toujours quelque chose, mais si on ne choisit pas délibérément où va notre temps, il n'y aura jamais de trou. La vie va juste, genre, la société va juste remplir ces trous-là, puis ça va se remplir de choses comme complètement toxiques. Puis je pense qu'il pense à son père aussi avec cette situation-là. Puis c'est ça. Fait que maintenant, ses projets dans cette communauté-là, c'est que, je pense que les vendredis, il veut développer une pratique de mouvement ouverte à tous. Il a aussi développé, il appelle ça le Dream Dojo. Je trouve ça quand même cool. Dore est vraiment fort en copywriting. Je trouve les noms qu'il trouve, c'est vraiment intéressant. C'est un espace de coworking, mais basé sur la communauté puis le mouvement. Fait que c'est souvent des artistes, des gens qui travaillent à la pige, des entrepreneurs, des artistes, puis ils se rencontrent. Au lieu de se rencontrer au début, ils se rencontraient dans des cafés. Puis éventuellement, encore une fois, quand on s'engage, c'est ça qui arrive. La vie met toujours des opportunités sur notre chemin. Je pense qu'une fille dans la gang avait accès à un espace, un studio incroyable qui est proche de la plage. En tout cas, je me rappelle juste que c'était exceptionnel comme lieu, à un prix full accessible. Ils ont commencé à se rencontrer là. Puis la journée commence avec, je pense qu'ils nomment leur intention pour la journée. Ils font une classe de mouvement pour se dégourdir. Là, après, ils font du deep work, ils se concentrent. Puis après, ils soupent tout le monde ensemble. Ils mangent tout le monde ensemble. Il y a des conférences aussi, je pense. Hein? Puis, oui, ils ont des conférenciers invités aussi pour inspirer les gens. Puis, parallèlement à ça, il a créé, tu sais, Dore est tout est social, là, mais justement parce qu'il y a encore du lien, on est encore en lien, puis il a développé aussi des amitiés avec d'autres professionnels du mouvement qui sont à différents endroits dans le monde. Il a créé au début, on avait appelé ça Movement Creators, fait que des créateurs de mouvement. Ça a été rebaptisé Movement Leaders. Mais il faudrait que je vous parle par rapport au nom. Mais c'est comme des appels chaque mois. Un des couples est en Angleterre, un des gars est en Israël, en Australie, puis un autre pays. Il y a nous, mais je ne suis plus capable de participer parce que la seule heure qui convient à tous les fuseaux horaires, c'est genre notre 7 heures du matin. Puis c'est impossible. Exactement à l'heure que Marc Aurèle se réveille. Mais c'est tout le temps cette idée-là de faire rencontrer des gens pour... tu sais, comme amener du lien ou amener des nouvelles idées. C'est un agent de liaison, finalement. Donc, je pense que c'est un rassembleur, c'est un agent de liaison. Un de ses projets qui a comme fait une couple de fois juste de manière spontanée, il aime tellement la bouffe, puis c'est tellement rassembleur, justement. Il a fait des pop-up de chachouka, qui est comme un repas israélien typique,
De la région. Je sais pas si c'est israélien à la base, mais c'est juste comme une sauce tomate épicée avec tu casses des œufs dedans. Puis juste pour le fun, il disait, nous, je pense que c'est ça, nous, chaque vendredi, on fait un repas, puis vous êtes les bienvenus. Fait que vous venez pas, puis... Puis encore là, c'est ça, il s'engage à faire ça. Ouais. Puis quand les gens show up ou pas, il est là, tu sais. Ouais, il est là. Puis ça, j'ai trouvé ça super inspirant. Puis il le fait d'une manière calme. Puis finalement, il a réalisé, je pense, l'aspect comme pop-up aussi, de faire des plus grandes tablées, puis que les gens, je pense qu'ils versaient un certain montant aussi pour les pop-up, mais il réalisait que c'était vraiment cool, mais qu'il ne sentait pas que c'était comme cuisinier, qu'il y avait non plus le plus grand... que c'était sa plus grande façon de contribuer. Fait qu'il a comme investi aussi énormément d'énergie dans son projet de mouvement. Mais ouais, il essayait des affaires, puis ça, je trouve ça quand même vraiment cool. Puis dans l'autre partie de la discussion, on dirait qu'on rentre vraiment plus profondément dans sa philosophie de mouvement. Dor, dans ses temps libres, va pas juste étudier genre des pratiques de mouvement ou des arts martiaux, il va aussi lire l'ouvrage de philosophes. Puis c'est souvent ça aussi nos appels. On met souvent dans de la philo, des réflexions plus existentielles. Puis c'est là que moi, ce que j'ai perçu en relisant aussi mes notes puis en réécoutant l'épisode avec lui, c'est que je trouve que Dor arrive à un niveau de maîtrise, de mastery de son art, de maîtrise de son art, de compréhension de son art, tellement bonne que je pense que les maîtres arrivent à intégrer des concepts qui semblent opposés, puis à montrer comment ils sont interreliés. Fait qu'exemple concret, Dor parle, tu sais, envie d'être nomade, puis de se sentir libre, puis de voyager, puis d'explorer, mais en même temps, va expliquer l'importance de s'engager, puis de s'enraciner, puis de contribuer concrètement à une communauté. Puis ça se reflète dans beaucoup, beaucoup de dimensions de sa vie où il va dire qu'il faut réaliser que la vie, c'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Fait que, c'est pas clair, hein? Je vais vite ce qui réfléchit. Mais j'ai d'autres exemples en tête, tu sais. Il dit que un des philosophes qui l'a beaucoup inspiré dans cette sphère-là, c'est John... C'est-tu John Vervaeke? C'est John, son prénom? Oui. OK. Ouais, attends, c'est ça? Oui, John Vervaeke. Monsieur Vervaeke. Qui suit à Toronto depuis des années. Il en parle tout le temps, de ce monsieur-là. Puis il dit que ce monsieur-là encourage à avoir une écologie de pratiques, fait que des pratiques qui se complémentent. Puis par exemple, si en méditation, on a une pratique méditative, il faut aussi une pratique contemplative. Je savais même pas que c'était deux trucs différents. Fait que, tu sais, il y en a une qui est plus centrée sur l'intérieur, puis l'autre qui est centrée sur l'extérieur, l'observation de l'extérieur. C'est un peu comme... Mais en fait, c'est comme quand tu lèves des poids, un des principes de base que tu apprends, c'est que si tu fais un mouvement dans une direction, il faut que tu fasses aussi le mouvement opposé pour balancer ton corps. Les gens qui font du yoga aussi le savent. Souvent, tu travailles un côté, puis tu travailles l'autre côté. Puis... que lui, par exemple, de manière plus personnelle, il est vraiment plus passionné par les arts martiaux, mais grâce à Jordi, il va à ses classes de mouvement qu'il y a genre, mettons, juste des madames, juste des femmes, à ses classes de danse en se disant, je veux travailler l'aspect plus rythmique, puis l'esthétique du mouvement un peu plus, même si c'est pas ma zone de confort. Puis il pense justement qu'il faut délibérément chercher à faire des choses nouvelles tous les jours, puis c'est ça qui nous garde vivant, en fait, puis qui fait qu'on apprend constamment. Fait qu'encore le contraste de, je sais pas, devenir bon dans quelque chose en s'engageant, mais aussi de toujours être potentiellement pas bon, puis d'essayer des nouvelles affaires. C'est dans cette danse-là qu'on se développe. Puis il y a beaucoup, beaucoup un esprit, je sais pas, le growth mindset, comment on le traduit en français? Un mindset de croissance. Un esprit de croissance, de développement, que c'est beaucoup parlé, même chez les enfants, l'éducation des enfants, par rapport à la créativité, de si on veut être des humains comme résilients, puis la société va tellement vite, puis il y a tellement de changements, apprendre à être résilient puis à être créatif, ça s'apprend aussi par des pratiques, par le corps, en fait. Puis il y a un truc aussi
dans le contraste, ce que je trouve vraiment fascinant avec lui, c'est qu'il est ultra sensible. Il est énormément sensible à la crise environnementale, à la disparition de la biodiversité, au traitement des animaux. Il vit dans un style comme dans sa valise, là, de manière très minimaliste. Il n'est pas très matérialiste. Puis en même temps, il n'est pas... je pense qu'il travaille délibérément à pas nourrir une anxiété paralysante quand on réfléchit à l'avenir du monde, puis à quel point certaines sphères, dimensions de notre réalité sont absolument terrifiantes, comme terribles. Puis je pense que c'est quelque chose que j'apprécie de lui, c'est que il dit lui-même qu'il est vraiment pas quelqu'un qui est doom and gloom, il croit sincèrement, il a vraiment espoir en l'avenir puis en notre potentiel d'améliorer les choses. Puis que ça revient toujours à ça, à une mentalité. Moi, j'appelle ça un esprit d'expérimentation. Pendant le podcast, il utilise beaucoup le mot tinkering. Mais cette espèce-là de gossaille. De gossaille. Une approche très ludique de juste tester des affaires, puis d'amélioration continue, de tester des choses, de s'améliorer un petit peu, puis que par des petits gestes comme répétés, de juste jamais arrêter d'apprendre, en fait. Ouais, ben, c'est très vivace, hein? Dit comme ça. Ouais. Puis il dit, c'est dans l'action aussi qu'on découvre notre plein potentiel. Il dit, je pense que les gens ne réalisent pas que le corps humain est une machine absolument fascinante. C'est une des plus belles machines vivantes sur Terre. Il dit, c'est comme avoir une Lamborghini parquée dans le garage. Il dit, les gens ne réalisent pas qu'on est tellement déconnecté de notre corps en ce moment qu'on n'est même pas capable de peser sur le gaz. Là. On n'est même pas capable de partir le tour. C'est même parqué dehors à pluie puis au soleil. Dans le sens où, comme, dans des contextes dommageables, pratiquement. Fait que, moi, quelqu'un qui me dit, il a dit, tu sais, l'avenir is not set in stone. Fait que l'avenir n'est pas coulé dans le béton, ça fait très québécois, mais c'est pas écrit gravé dans le marbre. Le futur, c'est ce qu'on est capable de créer. Moi, c'est le genre de personnes avec qui je veux m'entourer. Des gens qui sont conscients de ce qui se passe puis qui disent, malgré l'adversité, il y a une façon de régler les choses. Puis ça part de nous, de l'intérieur, puis de nos relations avec les autres. Je suis comme, il n'y a pas plus significatif que ça. D'être capable de voir la trajectoire, tu sais, de où s'en va les choses en ce moment, mais aussi de voir une autre destination, puis essayer de changer cette trajectoire-là pour atteindre quelque chose d'autre. Puis de dire que lui, c'est ça, tout le sens qu'il voit dans ses ateliers de mouvement, c'est enraciné dans toute cette perspective-là sur le monde. Je trouve ça juste tellement, tellement riche. Fait que là, moi, qui l'écoute parler pendant le podcast, puis là, c'est ça mes notes, c'est sûr que moi, ce que je réalisais pendant ce temps-là, c'est que quand il parlait du corps, de se reconnecter à son corps, moi, je réalisais à quel point, puis le podcast a été aussi en plus enregistré il y a quelques semaines, je me sentais tellement pognée dans mon corps, comme je réalisais que je bougeais tellement plus quand j'étais enceinte, puis avant qu'après la naissance de Marc-Claude, puis c'est en partie parce qu'on était comme complètement en mode survie, tu sais. Ben oui. Que j'ai réalisé que j'avais des stress et des traumas qui se sont comme justement logés dans mon corps, puis je me sentais complètement pognée. Puis que l'écouter parler me ramenait à notre propre définition du mouvement, qui a beaucoup rapport à se sentir vivant. Tu sais, le but de l'existence, c'est un état de bien-être où tu te sens pleinement vivant, qui est tellement difficile à décrire parce que c'est un ressenti profond de... En anglais, j'aime beaucoup le mot « aliveness ». Puis, je lui ai demandé la question « Comment tu allumes cette étincelle chez les gens? Comment tu fais sentir quelqu'un d'autre vivant? » Puis, sa réponse, ça a été, premièrement, faut que tu sois un modèle, genre, faut que tu l'incarnes. Il dit c'est le conseil numéro 1, autant en parenting qu'en éducation. Il dit, c'est comme la citation qui est tout le temps reprise de Gandhi, là, faut que tu sois le changement que tu veux voir dans le monde. Puis il dit que l'optimisme puis la joie, c'est contagieux. Fait qu'il faut juste absolument que tu incarnes ta vision du monde. Puis après ça, il dit, il faut que tu crées un espace de sécurité où les gens, il faut que tu te donnes la permission aux gens d'expérimenter puis de faire des erreurs. Puis il dit, dans ces classes de mouvement, quand les gens comme se trompent, en guillemets, il va les féliciter, pour dire comme bel essai, ou de montrer que ça fait juste partie du processus. Il parlait beaucoup aussi de
après ça, puis ça tombe plus dans ses pratiques personnelles aussi, mais de travail de respiration, breathwork. Je sais pas en français comment ils l'ont traduit. Je m'excuse, des fois, je google pas tous les mots, mais un travail de respiration pour, mettons, je pense que c'était un conseil qui me donnait peut-être plus à moi personnellement, mais de prendre conscience de où le trauma se loge dans le corps, puis de faire de la respiration pour évacuer le stress. Genre d'avoir une pratique délibérée pour ça. Puis après ça, le dernier dit « find joy ». Fait que trouve ce qui te rend la joie, ce que ça t'apporte. Puis fais des choses purement parce que t'apprécies. Parce que t'aimes faire ces choses-là. Puis que ça te fait sentir mieux. Puis tu vas ressentir l'énergie revenir en toi. Puis c'est vrai que depuis son truc, en fait, je le nomme dans l'épisode avec lui, en fait, que même si j'ai un énorme sentiment de purpose avec Vivace, puis que j'aime profondément ce que je fais, j'ai plus tendance à agir par devoir, puis pour réaliser ma vision que parce que ou de juste partir de qu'est-ce qui me rend joyeux, genre, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, genre. Ouais. Fait que je réalisais que après ça, mon autre question, c'est comment je peux avoir plus de joie, mais genre en tout cas, je m'étais mis la note mentale pour moi-même de me concentrer là-dessus. Ouais, c'est ça, je lui nomme. Tu sais, je suis pas certaine. Ça fait longtemps que je me suis pas posé les questions. Qu'est-ce que j'aime le plus? Qu'est-ce qui me fait sentir vivante? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Puis là, en typique d'or, qui va nuancer puis contraster, justement, il va dire, faire ce qu'on aime, c'est pas tout le temps joyeux. Quand tu sais, il parle de la joie puis de l'importance que ce soit joyeux. Puis là, il ramène aussi la balance de, même quand tu fais quelque chose que t'aimes, puis que c'est joyeux, c'est pas nécessairement facile, par exemple. Fait qu'il dit, par exemple, en arts martiaux, quand tu apprends un nouveau mouvement, tu sais, ça se peut que tu échoues pendant tellement longtemps ou que tu finisses un exercice, un entraînement, puis que c'était vraiment difficile physiquement. Mais tu ressens une joie après, puis tu es fier de ce que tu as fait. Fait que de toujours contraster, encore une fois. La joie puis le plaisir, c'est pas nécessairement la même chose. Hein. Puis la joie puis les moments difficiles aussi, moins joyeux, vont comme ensemble aussi. Tu sais, que c'est pas... T'es pas supposé être tout le temps dans un état joyeux, puis dès que c'est difficile, ça veut dire que t'es off track, genre. Okay. Ouais, alors que je pense que culturellement, en ce moment, il y a peut-être ce problème-là un peu de... On cherche vraiment à avoir... que ça soit plaisant tout le temps. Ah ouais, mais que ça nous comme... Il y a un retour de balancier à long terme avec cette... philosophie-là, disons. d'éviter l'inconfort. D'éviter ce qui est désagréable. Mais à long terme, c'est ça, c'est ce qui amène la croissance. Ça, c'est ce qu'on disait tantôt. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis là, ma dernière question pour lui, ça a été... Parce que je suis vraiment curieuse. Je lui nomme que j'admire son travail, mais je suis absolument pas comme lui. Tu sais, moi, mon happy place ou ma zone de confort, c'est pas d'animer des groupes de mouvement. Ah non? Tu sais, on l'a fait avec Participation. Tu sais, on faisait, tu sais, comme bouger les gens, mais moi, j'étais plus confortable, faisant de l'animation, mais moi, j'étais plus confortable à jaser avec les gens, puis je recueillais des histoires. Claude, c'est une recherchiste. Oui, en fait, c'est vraiment ça. Puis, justement, en plus d'animer des groupes, puis dans la dimension physique, tu sais, je comprends intellectuellement ce qui se passe, mais il y a comme un niveau de... J'ai pas la maîtrise d'un groupe de cette façon-là. Fait que j'étais vraiment curieuse de savoir comment il réussit à créer ce safe space-là pour les gens, une zone de sécurité pour des gens, surtout qui ne sont pas des bougeurs. Des gens qui sont pas nécessairement dans le monde du mouvement. C'est ça que j'aime aussi de Dor, c'est qu'il enseigne pas juste à des experts ou à des athlètes d'élite. Il est tout le temps avec des gens normaux, en guillemets, là, de tout âge. Puis je le sais, bouger, surtout bouger devant d'autres personnes, ça peut être absolument terrifiant. Là. L'inconfort que ça peut amener, puis c'est peut-être aussi en partie pour ça, des fois, qu'il y a de la misère à avoir des gens engagés, c'est parce que c'est comme inhabituel pour
nous, de s'exposer face à des étrangers, tellement on n'est pas bien dans notre corps. Fait que ses recommandations, c'est... Il dit que pour les enfants, il n'y a pas besoin d'expliquer rationnellement qu'est-ce qui va se passer. Les enfants, immédiatement, ils comprennent puis ils embarquent dans les jeux puis dans ces trucs. Mais il dit que la première chose, c'est d'expliquer aux adultes, tu sais, par le cerveau, là, atteindre le cognitif en expliquant qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire et pourquoi. Fait qu'il va nommer les bénéfices du jeu, du mouvement puis de ce qu'il va mettre de l'avant pendant la séance. Il va même, tu sais, il peut même parler de toute la neuroscience derrière, du fait que bouger, ça peut diminuer les problèmes d'Alzheimer. Fait que, tu sais, il va nommer ces choses-là. Après, il va nommer que bouger devant d'autres personnes ou faire des nouvelles choses peut te faire sentir absolument awkward. Fait qu'il nomme, puis il encourage les gens à accueillir ce sentiment-là de awkwardness. Puis après, il utilise une approche qu'il appelle de scaffolding, c'est-à-dire que je pense qu'il part de petits mouvements, puis il va juste augmenter l'intensité. Puis je sais que j'ai fait un atelier comme web avec lui puis Jordy plusieurs fois. Puis des fois, les premiers mouvements pour briser la glace, c'est genre de froncer les sourcils. Ou il dit, tu sais, si tu peux sourire avec tout ton corps, comment tu te sentirais? Tu sais, dire, tu peux sourire avec tout ton corps quand tu te lèves le matin. Puis c'est comme plus dans des micro-mouvements qui fait que tu sens pas déjà que tu dois faire une performance devant tout le monde. Puis je sais que moi, ça m'avait super gros sécurisé, là. Je pense que même un des séances que j'avais fait avec eux, là, il y avait des mouvements autour du visage pendant un bout de temps, tu sais, de faire des grimaces, de sentir la langue dans sa bouche. Puis après, ce qui est vraiment intéressant dans leur formule, puis c'est délibéré, ça, c'est, encore une fois, au lieu de donner des directives puis de faire un mouvement en disant « vous devez répliquer ce que je fais », il fonctionne plus par créer des scénarios. Puis là, la personne a une liberté de mouvement là-dedans. Puis c'est vrai que, pour moi, c'est là qu'il y a beaucoup de fun qui émerge, puis tu te compares pas aux autres parce qu'on bouge tous différemment dans le cadre. Fait que, exemple, un des exercices qu'on avait fait, il dit « Prenez une couverte, ouvrez-la par terre, le plus grand que vous pouvez. » Puis là, il dit « Danse dans l'espace de la couverte. » Fait que tu es concentré sur tes mouvements, tu fais ce que tu veux. Là, après, c'est comme « OK, bouge la couverte, plie la couverte en deux. » Puis bouge là-dedans. Puis là, au final, tu finis, puis c'est comme une mini bout de couverte. Fait que tu vois aussi comment tu bouges différemment selon l'espace disponible. Fait qu'il n'y a juste aucune comparaison possible. Puis il dit pas bouge de telle façon. C'est vraiment comme, ça te ramène à ton propre corps dans cette façon-là. Puis ça, j'avais vraiment beaucoup apprécié ça. Où il va dire, là, mets-toi debout. Il faut que tu finisses couché sur le sol de la façon que tu veux. Il faut que ça prenne 15 secondes. Fait que lui, il compte, mettons 15 secondes. Puis tu as 15 secondes pour arriver au sol, puis il faut que ton dos arrive à plat au sol à la 15e seconde. Fait que tu peux pas aller trop vite. Fait que là, ça te fait réfléchir aussi au rythme puis à la lenteur. C'est intéressant. Puis tu le fais de la façon que tu veux. Fait que tu peux commencer en te mettant à quatre pattes, en mettant tes mains. Puis je pense que il le fait, puis mettons, là, le temps, d'une fois à l'autre, raccourci. Fait qu'il faut que tu le fasses de plus en plus vite, tu sais. C'est tout. C'est vraiment intéressant. Fait que ça te fait réfléchir à l'espace, à la force. Tu remarques aussi la force dans ton propre corps, s'il y a des mouvements que tu n'es pas capable de faire. En tout cas, fait que c'est ça. C'est une approche basée par des scénarios de jeu qui stimulent la créativité des gens au lieu d'être juste dans l'imitation d'un prof devant soi. Puis il nomme là, qu'il adore le yoga, là, il n'y a rien contre. Mais souvent, les pratiques de yoga, c'est exactement ça. Il y a un prof qui fait un mouvement, puis tu le répètes. Copies, ouais. Puis des fois, c'est bien correct parce que ça t'amène justement à plus réfléchir à ce que tu dois faire puis à tomber en méditation. Ouais, ou à prendre des nouvelles positions. Mais, mais on connaît très peu de pratiques comme la leur. Je pense que ça va devenir de plus en plus populaire parce qu'il y a des praticiens comme lui qui se partagent un peu cette philosophie-là de mouvement. Je pense que ça va s'en venir de plus en plus. Mais qu'encore une fois, c'est en dehors de ce qu'on connaît habituellement. Ouais. Il y a quand même des mouvements, je pense, au niveau de la danse qui s'approchent de ça. Tu sais, je pense à la danse Gaga. Je pense qu'on on a parlé avec... On a invité quelqu'un au podcast pour ça. Puis quelque chose qu'on a découvert un peu plus depuis qu'on habite ici, mais la biodanza, qui est semblable aussi, je pense. Moi, je connais pas tous les détails.
Je sais que la biodanza est vraiment... Qui est comme des thématiques, puis c'est de la danse, mais c'est pas comme tout le monde fait ce mouvement-là. C'est plus comme une exploration de mouvement. Fait que... Puis beaucoup une exploration avec l'autre. Qui est la partie que je trouve la plus intimidante dans tellement de trucs de danse. C'est quand... Puis Dore le fait, c'est ça son dernier point, il dit on fait beaucoup de trucs avec des partenaires, tu sais. Pour apprendre à être en relation avec les autres, puis à voir les autres, puis à être vu. Puis juste le nommer, je suis comme oh, c'est pas facile. C'est normal que ce soit pas facile parce que, tu sais, veux pas se montrer à des inconnus. C'est pas quelque chose que nos ancêtres faisaient souvent non plus. Là. Dans le sens où il y a beaucoup de contacts, il y a de la danse sociale, mais c'est avec des gens que tu as connus toute ta vie. Fait que c'est pas la même chose. Tandis que d'aller dans des groupes où tu connais personne, il faut que tu t'exprimes devant ces gens-là, c'est super intimidant. Puis ça l'aurait été pour possiblement nos ancêtres aussi. T'sais. C'est vrai. C'est comme... C'est pas normal. T'sais. C'est pas normal. Mais ça répond quand même à un besoin profond de connexion, mais c'est pas la façon... avec la façon de faire dans laquelle on s'est développé, en tant qu'humain. En tout cas. Fait que je comprends quelqu'un qui me dirait « Ah, c'est vraiment pas mon genre. » Puis je serais absolument... Je serais pas capable de dire. C'est comme faire un exposé oral, tu sais. Ouais. C'est pas... Mais, parler devant des gens que t'aimes, c'est correct. Parler dans plein de visages que tu connais pas trop, c'est rough, là. Mais un bon prof, un bon enseignant va être capable de créer le climat de confiance qui fait que tu vas être à l'aise, en fait. C'est juste intimidant parce que c'est en le vivant que tu le sais si c'est un bon prof ou pas. Mais bon. Puis c'est ça la discussion. Il a fallu arrêter parce qu'il était genre rendu 9h du soir. Puis Marc Aurèle devait se voulait me voir, sinon on aurait comme assurément continué. Un autre 4 heures. Voilà, et j'avais aucune idée de comment finir la discussion. Je réalise. That's it. C'est ça. Je vous invite, si vous êtes bilingue, à écouter une partie de la discussion en anglais aussi, parce que là, vous avez aussi le ton de Dore, puis, tu sais, encore plus de richesse dans sa discussion. Je vous invite aussi à écouter le premier épisode qu'on a fait avec lui il y a une couple d'années. Il raconte encore l'histoire de Moving Creatures, puis de Chavette, mais avec encore plus de détails. Il y a des bouts ultra touchants. Ouais, c'était très récent à l'époque. Ça fait quand même 4 ans. Je pense. Wow. Puis je vous invite à suivre leur compte Instagram. Tu sais, c'est super lumineux leur truc. Puis aussi à nous suivre parce qu'un jour, nous, on va être là-bas. On dirait que ça me fait du bien de le nommer. Puis de dire, un jour, on va être en leur compagnie. En direct de l'Australie. Yeah. À suivre. Voilà. À la prochaine. Bye bye. Merci d'avoir été avec nous cette semaine au Studio Vivace et merci à tous les membres du clan Vivace. Grâce à votre soutien, on peut offrir du contenu gratuit comme ça chaque semaine. Ça soutient la quête de Vivace et ça permet de faire rayonner, de pousser les idées encore plus loin. Les membres du clan Vivace ont aussi accès à du contenu exclusif. Chaque mois, on se rencontre pour un ralliement en direct et on échange sur des thèmes qui ont toujours rapport à comment se créer un mode de vie plus vivace. Le clan finance aussi le projet sur lequel on travaille en ce moment. On veut créer une application privée, un espace d'échange pour parler de pratiques alternatives, jugées alternatives, en dehors des médias sociaux conventionnels. Si ça te parle, va à vivace.maison/joindre le clan et abonne-toi. C'est 7$ par mois, ça donne accès à plein d'autres bonus. Bref, on se voit dans le clan.